Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Construire des ponts entre la tech asiatique et européenne. François-Xavier Copé, cofondateur de First Bridge Ventures. La grande majorité des fortunes et des grandes réussites chinoises sont de première génération. Parce que la Chine s'est ouverte à l'économie mondiale relativement récemment, il y a quelques dizaines d'années. Et donc, les gens qui ont réussi sont vivants, ont entrepris eux-mêmes, ont réussi eux-mêmes. Et donc, il y a beaucoup moins cette notion qu'on peut avoir en Occident de tradition, de transmission, de patrimoine, d'entreprise, de réussite. Ce qui crée une espèce d'émulation intellectuelle autour des gens en Chine très impressionnante, où tout le monde se dit l'entrepreneuriat, c'est la clé vers la réussite économique, financière, personnelle. Donc, il y a une volonté de monter son truc, de créer son entreprise qui est extrêmement forte. Ravi de vous emmener cette semaine vous promener en Asie et plus spécifiquement en Chine. Notre guide dans cet épisode est François Xavier, l'un des fondateurs de First Bridge Ventures. Ce dernier nous raconte le lancement en plein Covid de leur premier fonds et les pérégrinations de leurs premiers investissements. Cet échange nous permet de découvrir les écosystèmes asiatiques et les enjeux tant culturels que réglementaires auxquels sont confrontées les startups européennes lorsqu'elles décident de se développer en Asie. Grâce à de nombreuses connexions locales, First Bridge a vocation à accompagner ces scale-up à se déployer, mais aussi à les accélérer en important des savoir-faire et des technos nés en Asie. Vous allez découvrir leurs premiers investissements comme eToro et la validation de cette proposition de valeur assez atypique. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour François-Xavier, merci de me rejoindre au Luxembourg, c'est contre toute attente, on se retrouve au Luxembourg. C'est un grand plaisir. Écoute, je suis ravie de t'accueillir au bazar comme d'habitude pour enregistrer cet épisode, pour parler d'Asie. Voilà, je suis hyper contente d'aller découvrir tout cet écosystème asiatique, mais avant qu'on attaque, peux-tu s'il te plaît te présenter à notre audience ? Alors, je m'appelle François-Xavier Copé, j'ai 29 ans, j'ai monté First Bridge Ventures avec deux de mes associés en 2019, Nicolas Dard et Nicolas Jean. Et c'est un fonds de growth spécialisé dans l'accompagnement des entreprises européennes technologiques à l'international et particulièrement en Asie. Et avant, tu étais chez ? Avant, j'ai commencé chez Rothschild en banque d'affaires. Ouais. Ensuite, je suis passé chez Truffle Capital où j'ai fait beaucoup de FinTech, InsurTech et de PropTech, avant de lancer mon aventure entrepreneuriale en montant ce fonds de First Bridge Ventures. Top. Alors, avant qu'on enregistre, on a beaucoup parlé de culture, on a beaucoup parlé des différences entre l'Europe et les États-Unis, mais là, on va parler plus particulièrement des ponts entre l'Europe et l'Asie. Je voulais juste commencer par ce panorama international, puisque tu es bercé dans ton quotidien, dans ce paysage asiatique. J'aurais aimé que tu reviennes sur les différences culturelles et réglementaires entre les écosystèmes technologiques asiatiques et européens. De ce que tu en connais, est-ce que tu pourrais nous partager ça ? Alors oui, c'est un point central dans la différence entre les deux écosystèmes. D'abord, je dirais qu'il y a un rapport fondamentalement différent au risque et à l'entrepreneuriat de manière générale entre l'Europe et l'Asie, et particulièrement, j'ai envie de dire, entre l'Europe et la Chine. Mmh. La force de l'écosystème chinois, en tout cas ce qui, moi, m'a beaucoup impressionné, c'est que la grande majorité des fortunes et des grandes réussites chinoises sont de première génération. Parce que la Chine s'est ouverte à l'économie mondiale relativement récemment, il y a quelques dizaines d'années. Et donc, les gens qui ont réussi sont vivants, ont entrepris eux-mêmes, ont réussi eux-mêmes. Et donc, il y a beaucoup moins cette notion qu'on peut avoir en Occident de tradition, de transmission, de patrimoine, d'entreprise, de réussite. Ce qui crée une espèce d'émulation intellectuelle autour des gens en Chine très impressionnante, où tout le monde se dit l'entrepreneuriat, c'est la clé vers la réussite économique, financière, personnelle. Donc, il y a une volonté de monter son truc, de créer son entreprise qui est extrêmement forte. Ça pousse évidemment l'ensemble de la société chinoise à vouloir se dépasser, à travailler très dur pour y arriver, effectivement. Mais il y a vraiment ce sentiment que tout est possible. Et parfois, en Europe, ça peut nous manquer un peu. Alors, ça change dans le bon sens, en tout cas c'est ce qu'on constate, mais effectivement, il y a sur cette partie culturelle un point très 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 différent, très fort. Puis ensuite, il y a la question réglementaire. La réglementation est très différente entre les deux écosystèmes, avec une vision
du rôle de l'État et de la réglementation qui est fondamentalement différente. Et puis parfois des choses qui peuvent choquer un peu des deux côtés. Donc, de quel ordre ? Je pense que par exemple, l'écosystème européen, qui pour une part, pas entièrement, mais pour une part importante, et c'est tout à fait respectable, chérit une règle comme le RGPD, en Chine, c'est une complètement, je dirais pas inacceptable ou incompréhensible, mais en tout cas c'est quelque chose de très différent. Il y a une relation à privilégier l'offre plutôt que le consommateur qui parfois pousse à une réglementation tout à fait différente. Et puis ensuite, dernier point, c'est qu'aussi en Europe, on a souvent une conception de mettre l'État au centre de la réglementation et de commencer par la réglementation, là où en Chine, on va parfois pousser, et en Asie de manière générale, pousser d'abord l'innovation et ensuite on réglementera. Et on verra après comment on fait pour faire cohabiter les deux exercices. Donc plus pragmatique. Très pragmatique, très on fait, on verra après. En Europe, on est sur un modèle différent où on réfléchit à long terme de façon différente et on va souvent réglementer très vite. Et puis on verra ensuite comment les acteurs économiques peuvent réussir dans cette réglementation. Donc il y a peut-être un rapport à la réglementation qui est inversé entre les deux écosystèmes. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais effectivement, ce sont des approches très différentes. Très politiquement correct. J'ai clairement une petite opinion sur la question, mais tu ne m'as pas demandé. Alors, si je t'ai demandé, mais je sens ton point de vue. Alors, pour une entreprise, alors si on se place d'un point de vue européen, une entreprise européenne qui cherche à s'implanter en Asie et en Chine, parce qu'on parle plus précisément de l'Asie, ou l'inverse, une entreprise chinoise qui s'implante sur le continent européen, c'est quoi les principaux avantages, mais aussi les principaux défis qui vont apparaître ? Alors, les avantages, pour commencer par la partie positive, je pense que les avantages, ils sont assez clairs. C'est des économies d'échelle, c'est des marchés très profonds, très intéressants, c'est des relais de croissance importants. C'est aussi un point important que je voudrais rajouter et qu'on oublie parfois, c'est l'exposition à des tendances culturelles et des innovations différentes. Et donc le fait d'être présent sur différentes géographies, qui sont très innovantes de façon différente, permet d'être en lien en permanence avec ce qui peut se faire de mieux sur son marché, en tout cas une partie de ce qui se fait de mieux sur son marché, et d'anticiper une compétition, une innovation, une disruption, comme on dit, technologique, sur ces marchés. Et donc ça, c'est un point qui est très important. Sur la partie avantage. La partie défi, elle est évidemment assez claire sur la question, d'abord, et c'est le plus important pour moi, culturelle. Avant le deuxième qui sera réglementaire, mais le parti culturel. C'est que ce sont des écosystèmes qui se connaissent mal, qui se comprennent mal, et qui ont beaucoup d'appréhension, et parfois même un peu de défiance, si je puis me permettre, vis-à-vis de l'une de l'autre. Donc, il faut qu'il y ait des gens, des acteurs qui permettent de faire le pont. C'est d'ailleurs ce que nous, on essaye de faire entre ces écosystèmes, et c'est une des raisons de la création de First Bridge. Mais effectivement, c'est très important de passer cette barrière culturelle pour pouvoir se faire confiance. Ça ne veut pas dire se faire confiance naïvement, mais se faire confiance. C'est le premier point, le premier défi. Le deuxième, il est réglementaire. Il faut s'adapter à une réglementation, à une vision du régulateur qui est différente, très différente, du rôle de l'État également, qui est très différente entre les écosystèmes. Et puis enfin, il faut s'adapter à son marché. Le copier-coller n'existe pas en Chine. Et c'est en Chine et en Asie de manière générale. C'est très intéressant. Toutes les sociétés qu'on a accompagnées en Chine ou qu'on a vu s'expatrier en Chine ou inversement en Europe ont été obligées de s'adapter à leur marché, à leurs demandes, une expérience utilisateur qui est très différente pour notamment les business en B2C, avec une relation avec le consommateur qui est très différente, des attentes qui sont très différentes. Donc il faut venir avec un esprit très ouvert, avec des gens, des partenaires locaux, des gens qui comprennent les écosystèmes, qui peuvent les faire communiquer, et c'est comme ça que ça peut fonctionner. Et est-ce que les entrepreneurs asiatiques s'intéressent, mais soyons honnêtes, au marché européen ? Alors on voit bien sûr les gros, les Binance, Alipay, etc., qui sont en Europe, qui sont présents en Europe, mais est-ce que quand tu t'adresses à des entrepreneurs chinois, asiatiques, plus globalement, est-ce que l'Europe représente un intérêt particulier, ou est-ce que leur envie première, c'est d'aller d'abord s'étendre en Asie, ou est-ce qu'il y a des business particuliers qui sont sujets à une internationalisation de la Chine en Europe ou pas ? C'est assez vaste comme question, mais j'imagine que tu as plus de retours terrain que moi. C'est une question qui est passionnante et qui est vaste, parce que j'ai envie de dire oui et non. Oui, dans le sens où effectivement, les Asiatiques regardent l'Europe, regardent certains secteurs en Europe en se disant ce qu'ils y font est très intéressant. Alors évidemment, si on pense à la France par exemple, on pense évidemment à toute l'industrie du luxe, de l'art de vivre, où effectivement les Chinois sont d'immenses consommateurs, les Asiatiques sont d'immenses consommateurs au sens large.
Sur la technologie, il y a toute une partie de technologies qui sont regardées avec beaucoup de respect et d'intérêt. Mais en même temps, l'autre partie, c'est, j'ai envie de dire non. Pourquoi ? Parce que l'Europe est vue comme quelque chose de compliqué. C'est 27 marchés, des régulations différentes, des cultures différentes, des langues différentes, marchés plus ou moins grands, plus ou moins petits, où il faut des initiés, il faut comprendre, c'est difficile. À l'inverse, on a de l'autre côté des marchés asiatiques qui sont grands, qui sont en pleine croissance, qui sont moins réglementés, où pour beaucoup d'entre eux, le coût du travail est appréhendé de façon différente, où on ne compte pas ses heures. Encore une fois, c'est des modèles très différents. Et beaucoup d'investisseurs se disent, il y a tout à construire là-bas. Commençons déjà par faire chez nous, et ensuite on verra dans le reste du monde. Ça, c'est un élément de réponse supplémentaire. Enfin, peut-être le troisième, c'est de se dire, aujourd'hui, alors c'était le cas avant le Covid a un peu changé la donne avec cette politique du zéro Covid qui a poussé la Chine à se refermer un peu, et puis l'Asie de manière générale à être plus hermétique au reste du monde. Mais il y a tout de même eu cette vision, et il y a encore dans le fond cette vision de travailler avec le reste du monde, et donc de s'intéresser à d'autres régions. Les deux régions qui reviennent systématiquement comme relais de croissance potentielle, aujourd'hui en tout cas, et de plus en plus, c'est l'Asie du Sud-Est et l'Europe. Parce que les États-Unis se sont beaucoup fermés à l'Asie et à tout ce qui, de près ou de loin, s'apparentait à la sphère d'influence chinoise. Et donc, on se dirige vers, alors évidemment, un monde, je ne sais pas si on pourrait dire bipolaire, mais en tout cas multipolaire, clairement. Et l'Europe, qui doit être un pôle à part entière dedans, est regardée par l'Asie comme un potentiel partenaire économique intéressant. D'accord. Alors, si on regarde l'écosystème chinois tech, est-ce que tu pourrais nous sortir les principaux secteurs qui se développent en ce moment ? Parce qu'on est, je pense, assez loin des considérations asiatiques ici en Europe. Alors, ce qu'on observe beaucoup dans les gros développements en Asie, c'est tout ce qui est lié... Alors d'abord, point très important, tout ce qui est l'industrie 4.0, donc la modernisation de l'industrie et le processus de construction avec... beaucoup plus de technologies, d'IoT, de communication entre les différents appareils, la robotique, le hardware, etc. est très 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 important. Alors nous, effectivement, c'est un sujet aujourd'hui qui revient beaucoup sur la table, notamment BPI l'a mis beaucoup en avant récemment, et c'est très bien, mais en Asie, et notamment en Chine, c'est pris à cœur depuis très longtemps. Le Web3 se développe beaucoup dans l'Asie au sens général. C'est un sujet important. Il y a beaucoup de boîtes, évidemment, qui nous viennent d'Asie, qui ont construit des empires et des succès impressionnants. Par ailleurs, je pense que tous les sujets de Smart City aussi sont des sujets qui sont très intéressants et qui intéressent beaucoup les investisseurs chinois. En tout cas, c'est ce qu'on constate. Et puis, secteur plus traditionnel sur lequel la Chine avait la Chine, parce que c'est le plus gros, mais même de manière générale, beaucoup d'écosystèmes asiatiques avaient un coup d'avance sur la modernisation du e-commerce ou la fintech, qui évidemment est très intéressante. Tu mentionnais Alipay, mais quand on voit les réussites dans le mobile payments en Asie, c'est quelque chose dont on rêve en Europe. Ouais, c'est clair. Alors, on parlait c'est assez nébuleux, parce que quand on parle des écosystèmes, moi je pense naïvement et très simplement à la Chine en tout premier lieu, à la Corée, au Japon. Quels sont les différents pôles géographiques qui se développent en Asie ? En termes de taille, ça représente quoi ? La Chine est le plus gros, évidemment. C'est colossal, mais on parle du potentiellement le deuxième plus gros marché de la planète, qui va devenir le premier. Il y a des entrepreneurs extraordinaires, il y a des fonds très impressionnants, il y a un dynamisme incroyable, il y a encore une croissance assez forte. Alors évidemment, c'est toujours difficile d'appréhender la croissance actuelle, mais en tout cas, si on regarde à l'horizon des 10 dernières années, les projections pour les années à venir, c'est quelque chose de très impressionnant. Donc la Chine est un pôle important. Et puis, c'est le premier partenaire commercial de tous les pays autour dans la région. Donc c'est le premier point. Ensuite, le Japon est un écosystème beaucoup plus mature, assez fermé, mais intéressant, avec lequel nous, on travaille moins, mais qu'on regarde aussi avec beaucoup d'intérêt. La Corée est très intéressante. La Corée est un peu le phare de l'Est au sens large, c'est-à-dire que notamment dans tout ce qui est les marques, les nouvelles marques, on va aller regarder si ça fonctionne en Corée pour savoir si l'Asie va adopter. Et quand ça marche en Corée, c'est toujours vu, notamment en Chine, comme un truc cool. Donc, c'est vraiment à la mode. Voilà, c'est ça. Et alors, notamment, un proxy utile qu'on regarde, c'est si ça marche bien au Japon, c'est que ça marchera mieux pour les générations un peu plus âgées en Chine. Et si ça marche bien en Corée, ça marchera très bien pour les plus jeunes. D'accord. C'est souvent, alors c'est pas une règle 100% exacte, mais c'est un truc intéressant qu'on a constaté là-bas. L'Asie du Sud-Est se développe beaucoup. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent là-bas. Il y a beaucoup de boîtes tech. Il y a beaucoup de choses à construire. Et encore une fois, c'est porté par une démographie assez forte. Donc, c'est aussi un écosystème qui compte et qui se développe beaucoup.
Et dans les coopérations entre les gouvernements asiatiques et européens, est-ce qu'il y a des ponts qui sont mis en place pour encourager justement cette croissance et le développement de bridges, de ponts entre les deux continents ou pas? Alors, 3 petits points. Clairement, non. Enfin, Non. oui et non. Donc aujourd'hui, on est dans une phase où... Moi, je le vois au niveau national. Je vois des collaborations qui sont mises en place par certains pays européens avec la Chine ou certains pays européens avec d'autres pays asiatiques. Mais est-ce que tu vois donc un trend, la mise en place ou l'ébauche de quelque chose? Là, pour le coup, c'est difficile de dire l'Europe et l'Asie. Parce qu'en fait, il y a des dissensions géopolitiques tellement fortes dans la relation entre les pays qui composent ces deux ensembles que c'est difficile d'avoir une réponse unique sur le sujet. Si on concentre la réponse sur la Chine, qui est un partenaire, qui a une place très particulière, à la fois parce que c'est le plus gros marché, potentiellement le plus innovant dans la région, mais celui qui pose le plus de problèmes et de questions, en tout cas, plus que de problèmes, de questions, à cause de la relation que la Chine entretient avec les États-Unis aujourd'hui, ou que les États-Unis entretiennent avec la Chine, on va dire les deux. Les Européens se sont rendus compte que la Chine était essentielle dans leur modèle économique. Nous, en France, on le voit bien parce que nos champions français sont extrêmement dépendants pour leur croissance de leurs partenariats commerciaux avec la Chine. Les Allemands, comme on l'a vu récemment, sont ultra dépendants également. Donc on ne peut pas faire sans. Pour autant, le discours politique a plutôt tendance sur un encouragement de comme on dit aujourd'hui, de se découpler de la Chine, c'est-à-dire de produire moins là-bas, de dépendre moins économiquement, parce que c'est vrai qu'on a développé une dépendance qui était forte sur toute une partie de l'industrie, et que c'est important de ne pas être naïf. C'est une compétition mondiale et il faut que l'Europe crée sa propre indépendance, sa propre force. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on a fait First Bridge aussi, c'est parce qu'on veut aider les entrepreneurs européens. Et on les aide à partir à l'étranger. Donc c'est vraiment pour l'Europe. De la même manière, les gouvernements, ayant conscience de cette dépendance qui va rester, font quand même des initiatives. Voilà. Et il faut les encourager. Il faut qu'il y ait plus de partenariats entre les jeunes Français qui veulent aller étudier en Chine, au Japon, en Corée. Il faut qu'il y ait plus de liens culturels entre les entreprises européennes et les entreprises asiatiques qui veulent travailler ensemble, notamment les startups, qu'il y ait des ponts technologiques qui se construisent parce que les deux écosystèmes ont beaucoup à s'apporter dans tout un certain nombre de domaines où ils sont très complémentaires. Donc il faut l'encourager. Donc il y a des choses qui vont dans le bon sens, il y en a d'autres qui vont plus dans le repli, mais j'ai tendance à penser que notre salut et notre réussite collective viendra de la construction de plus de ponts entre les ensembles. Très bien. Alors, j'aimerais que tu me racontes, parce que tu me l'as déjà raconté, mais j'aimerais que tu le racontes aux auditeurs, le lancement de ce fonds en plein Covid. Ce qui a motivé, c'est très, vraiment, très fun. vous avez eu la rage pour lancer ce fonds qui a finalement vu le jour et vous avez quand même réussi à lever malgré toutes les portes qui se fermaient derrière vous les unes après les autres. Est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs un petit peu comment ça s'est passé? Donc, moi j'ai été dans un fonds en France, très européen, avant de lancer First Bridge, où j'étais très exposé au business model, essentiellement en FinTech, InsurTech et en PropTech dans toute l'Europe. Et donc je voyais beaucoup de technologies. Et notamment en FinTech, je passais beaucoup de temps à regarder ce qui se passait dans les autres écosystèmes, en dehors d'Europe. Et en arrivant en Chine, un peu naïvement... Pourquoi tu étais allé en Chine? Je suis allé en Chine justement pour découvrir l'écosystème technologique FinTech en Chine, dont je comprenais qu'il était développé, mais je regardais ça peut-être avec erreur sûrement, peut-être avec un peu de condescendance, en me disant ça peut pas être à ce point-là plus développé que chez nous. Eh ben si. Je me suis planté sur toute la ligne. Voilà, ça boum, t'a un peu remis à ta place. tout de suite, d'entrée de jeu, je me suis senti un peu bête, pour le dire poliment. Et je me suis dit, bon, une fois qu'on a ravalé un peu sa fierté et dire mince, on ne fait pas aussi bien qu'on devrait, je me suis dit, mais ça serait intéressant de réfléchir comment, potentiellement, à terme, on pourrait bénéficier de ce savoir-faire et construire justement des ponts technologiques sur ce modèle. En 2019, avec mes deux associés Nicolas Dard et Nicolas Jean. Que tu connaissais d'où? Que je connaissais très bien depuis des années, qui étaient des amis, avec qui on échangeait beaucoup. On avait étudié ensemble, on passait beaucoup de temps à échanger. Eux étaient tous les deux en Asie. L'un était à Hong Kong, l'autre était entre Shanghai, Pékin et Hong Kong à l'époque. On se disait que quand même, c'était un peu absurde qu'il y ait aussi peu de liens entre l'Europe et l'Asie, que c'était dommage parce que l'Europe avait beaucoup à gagner de partenariat avec cette région du monde, qu'on travaillait beaucoup avec les États-Unis, avec d'autres ensembles géographiques, mais très peu avec l'Asie.
Et c'est à ce moment-là où on s'est dit, il faudrait qu'on réfléchisse à monter quelque chose ensemble. Bon, au même temps, on était en 2019, c'était avant le Covid, on s'est dit, on se lance, on est jeunes. Bon, ne sachant pas trop ce qu'il est. C'est un peu l'avantage, c'est que quand on part la fleur au fusil, on se rend pas compte de ce qui nous attend derrière. Donc, on s'est dit, on va se lancer, on va voir. On a eu la chance. Et t'étais le seul à avoir été dans les fonds avant? Non. Les fonds VC. Tout le monde était en VC. Tout le monde était en VC, tout le monde était en investissement, tout le monde avait fait un peu d'opérationnel, tout le monde avait essayé de monter des boîtes. Les 3 partenaires avaient un passé entrepreneurial. Tout le monde donc avait... vous n'étiez pas dans non, voilà. Non, vous aviez quand même un petit background, un bon petit bagage. On avait tous monté une boîte, on avait tous fait un peu marcher la boîte, puis pas assez bien, mais donc du coup on avait bien souffert du métier d'entrepreneuriat, ce qui est très important quand on est investisseur parce que ça permet de toujours garder les pieds sur terre et de se rappeler à quel point c'est dur et de se souvenir à quel point les gens qui sont là en face de nous sont meilleurs que nous parce qu'eux ils sont là, ils ont réussi là où nous parfois on n'a pas aussi bien réussi. Et puis on avait vraiment cette passion de développer cet écosystème, enfin de développer en tout cas cette pièce de l'écosystème. Par la suite, on a eu la chance d'avoir des investisseurs extraordinaires, notamment notre premier investisseur qui a été le anchor investor, l'investisseur principal du premier fonds qui était Adrian Cheng. Qui est-ce? Adrian Parce que Cheng, tout le monde ne connaît pas. Hein. Ouais, je sais, j'allais te le raconter. Adrian Cheng est une personnalité extraordinaire qui dirige une des principales familles de Hong Kong et qui est à la tête de 2 groupes familiaux. Un qui s'appelle Chow Tai Fook, qui est l'un des principaux bijoutiers du monde, avec Cartier, et le deuxième qui s'appelle New World Development, qui est un conglomérat de real estate dans lequel il y a des malls, des buildings, un certain nombre d'actifs. Il y a une chaîne d'hôtels, la chaîne d'hôtels Rosewood notamment, il y a beaucoup d'autres hôtels. Et voilà, et donc il nous a soutenus depuis le début, on le connaissait. Vous le connaissiez d'avant ? Il avait travaillé avec un de mes associés, on avait échangé avec lui pas mal, on lui a expliqué notre projet de lier l'Europe et l'Asie. Lui-même a beaucoup œuvré dans ce sens, à travers ses différents business auparavant. Donc le message a fait écho, il nous a accompagnés, il nous a soutenus depuis le début. Donc on a levé ce fonds en octobre-novembre 2019. La date est importante. Lancer un fonds entre l'Europe et l'Asie 1 mois et demi avant que l'Asie n'envoie au reste du monde pire pandémie du siècle, c'était un exercice intéressant. Mais donc vous aviez levé déjà au moment du Covid. On avait levé au moment du Covid. Ok. On avait levé au moment du Covid. On n'avait pas commencé à déployer. On a commencé à déployer quand on s'est retrouvé en confinement chez nous. Donc on avait regardé des dossiers, mais on a vraiment commencé à signer des deals qu'à partir du mois de mai. Et on a fait notre premier deal avec le fonds dans une société géniale qui s'appelle Tiller System, avec un CEO fantastique, Joseph, avec qui on a fait le premier deal. On a eu la chance aussi de le faire aux côtés de co-investisseurs avec lesquels on a eu une parfaite entente. Et vraiment, c'est très important dans ce métier, vraiment, surtout, moi je le pousse, mais à investir avec des gens avec qui on a confiance et on travaille bien. Et nous, on a toujours eu la chance de co-investir avec des gens qu'on aimait beaucoup et avec lesquels on avait des visions communes et surtout envie de travailler et dans le bon sens. Et donc on a fait ce premier deal en mai 2020. C'était quoi donc c'était pas un deal en amorçage puisque vous êtes sur du growth. Non, donc nous on a fait la série C de Tiller. Donc encore une fois les dates sont importantes. Donc on a fait en mai 2020 un logiciel pour les systèmes de caisse des restaurants à l'époque où tous les restaurants en France, en Italie et en Espagne étaient fermés, qui étaient les gros marchés de la société. Donc on a fait le deal en connaissance de cause. On n'a pas découvert le lendemain de la signature que les restaurants n'étaient pas là. On s'est rendu compte qu'on était chez nous en confinement. Mais on l'a fait parce qu'on avait une vraie croyance en fait, une vraie conviction dans la société, dans l'équipe, dans le marché, dans le fait qu'il y avait une consolidation dans ce marché, que la solution technologiquement était très bonne, que l'équipe avait tout à fait le niveau de résilience et de compétences pour passer cette épreuve. Et donc voilà, c'est à ce moment-là on a fait le deal. Et ça a été un super succès. On l'a revendu par la suite à SumUp et ça a été un super succès pour First Bridge. C'était quoi l'intérêt pour eux ? Parce que vous étiez donc des nouveaux investisseurs dans l'écosystème. C'était quoi l'intérêt pour cette boîte de vous avoir sur sa cap table ? C'était quoi la proposition de valeur que vous leur avez vendue ? Mais j'ai toujours pas compris. Non, je plaisante. Non, en vrai, on a eu un très bon fit avec, encore une fois, avec les investisseurs historiques, avec le management. Et puis, on apportait peut-être une touche différente. C'est-à-dire qu'à l'époque, la société développait des produits en fintech, notamment de paiement,
assez nouveau et intéressant, sur laquelle moi j'avais pas mal bossé avant dans ma carrière précédente, enfin dans ma carrière précédente, mais dans mes expériences passées en fintech. Par ailleurs, en Chine, on avait vu beaucoup de ces modèles-là, donc il y avait une vraie transfert de compétences, mais de connaissances, voilà, exactement, transfert de connaissances là-dessus. Par ailleurs, la fintech est un segment qui intéresse beaucoup les acquéreurs potentiels en Asie. Il y avait des partenariats à faire et donc voilà, il y avait tout un angle de partenariats stratégiques qui pouvait être développé avec des grands acteurs asiatiques et c'était, je pense, une des raisons pour lesquelles ils ont choisi de travailler avec nous. D'accord. Donc, voilà, il y avait ces deux raisons. Il y avait à la fois, encore une fois, le fit sur l'équipe et sur le fait qu'on pouvait vraiment apporter quelque chose opérationnellement, et puis encore une fois, tous les partenariats à côté qui pouvaient être amenés. La raison pour laquelle vous vous positionnez sur le growth, c'est que justement, vous vous positionnez sur des boîtes que vous allez aider à internationaliser en Asie. C'est correct ou pas ? Exactement. C'est pour ça qu'on ne fait pas de early stage, parce que les sociétés dans lesquelles on investit sont au moment où elles sont capables de pouvoir partir à l'internationalisation, et notamment l'internationalisation en Asie. Et on ne fait pas ça quand on est encore en train de chercher son product market fit ou dans des tours relativement early. En fait, il faut avoir déjà suffisamment développé son produit, avoir une vision de ce qu'on va en faire, et c'est à ce moment-là où nous, on peut intervenir. Et c'est là où c'est important de comprendre ce que ça veut dire pour nous d'intervenir sur le développement. Comme on le dit, nous, c'est en Asie ou à travers l'Asie. C'est très important. Le modèle de FirstBridge, c'est 3 choses. Soit on accompagne les sociétés, comme on l'a fait pour certaines d'entre elles, en Asie, directement. Ça veut dire s'établir sur les marchés asiatiques. Ça veut dire comprendre comment est-ce qu'on adapte son produit au marché local. Ça veut dire recruter une équipe sur place, discuter avec le régulateur, comprendre la régulation, comprendre les acteurs locaux, comprendre avec qui il faut établir des partenariats. Donc ça, c'est ce que fait notre équipe d'accompagnement sur place. C'est principalement, je dirais, l'apport de tes 2 autres associés qui étaient en Asie pendant... Oui, puis on a une équipe formidable qui travaille dessus, qui est essentiellement de différents pays asiatiques, qui travaille dessus. On a des partenaires en plus sur place, locaux, qui sont dans des groupes, ou qui travaillent avec certains de nos LPs, sur lesquels on s'appuie beaucoup pour discuter. Ça, c'est très important, et pour établir la stratégie. Le deuxième point, et qui est très important, peut-être même aujourd'hui plus important encore, c'est la capacité d'aller chercher dans l'écosystème asiatique des pièces qui vont venir muscler la capacité de production et l'avantage compétitif des sociétés européennes sur leur marché domestique. Ouais. Et ça, c'est essentiel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Asie et l'Europe peuvent être complémentaires, comme on le disait tout à l'heure. Sur certaines verticales, certaines industries, l'Asie a pris un train d'avance. Je pense notamment au hardware. Être capable de pouvoir aller discuter avec des fournisseurs asiatiques pour trouver les meilleures pièces de la planète qui vont aider à accélérer le business model européen, ça donne un avantage compétitif supérieur, ça permet de fournir aux consommateurs européens des services de meilleure qualité, et puis ça permet de gagner du temps, parce qu'ensuite les entreprises européennes, elles vont reconstruire dessus une couche supplémentaire de technologie dont elles ont l'IP, qui va faire à la fin du vrai made in Europe, avec des pièces qui sont des composantes qui ont été faites en Asie. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et ça fonctionne très très bien. Et ça, pour le coup, on a réussi à construire des avantages compétitifs et technologiques très importants avec cette méthodologie. Et enfin, le troisième point qu'on fait, c'est qu'on va aider commercialement les entreprises à devenir les clients des grands groupes asiatiques avec lesquels on travaille. Quand ils vont venir en Europe, ils n'ont pas ce qu'on appelle entre nous la tuyauterie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément les systèmes de paiement, ils n'ont pas les systèmes de logistique, ils n'ont pas les systèmes de customer support, ils n'ont pas les systèmes de inventory management, ils n'ont pas les assurances. Bref, il y a tout un panel de choses qu'ils n'ont pas. Et donc nous, on va venir construire une réponse à ces besoins avec les sociétés de notre portefeuille. Et ça peut représenter des contrats très importants pour certaines de nos sociétés. Et donc voilà, donc ça c'est ces 3 points sur lesquels on intervient. Donc comme tu l'as compris, on est très très actif dans les boîtes dans lesquelles on investit, mais c'est comme ça qu'on arrive à créer de la valeur pour eux. Top. Alors il y a aussi dans l'accompagnement au développement d'aller aider ces boîtes-là à aller se faire financer par des fonds de plus en plus gros, pour financer leur scaling. Est-ce que vous entretenez des rapports privilégiés avec des fonds chinois ? Est-ce que tu peux nous citer quelques-uns avec lesquels vous avez des liens privilégiés et nous expliquer comment, et si c'est le cas, comment vous les présentez à ces sociétés européennes qui ne connaissent pas forcément, qui ne sont pas forcément sur leur radar, sur leur radar ?
C'est une bonne question. Alors nous, on connaît bien les équipes d'abord de CVC en Asie, donc je pense à Tencent, Alibaba, quelques autres. On connaît bien aussi d'autres grands fonds asiatiques avec lesquels on dialogue souvent, Matrix, Lightspeed, C-Venture à Hong Kong et d'autres. On échange beaucoup avec eux pour comprendre les deux écosystèmes. Qu'est-ce qu'on voit, quelles sont les tendances, qu'est-ce qu'on a pu observer. C'est intéressant souvent d'ailleurs sur certains dossiers qu'on a pu voir d'échanger avec ces fonds sur des business dans les mêmes industries qui parfois ont testé plus vite et plus fort en Asie parce qu'ils avaient plus de cash plus tôt ou qui sont allés plus vite, et d'apprendre des erreurs ou au contraire des trucs qui ont été bien faits de la part de ces sociétés en Asie pour s'en inspirer en Europe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de copier-coller, mais c'est une source d'inspiration qui est très intéressante. Et ça nous a vraiment ouvert l'esprit sur quelques dossiers importants pour comprendre comment appréhender un marché particulier ou une technique de go-to-market ou des problématiques qu'on n'avait pas forcément anticipées. D'accord. Ensuite, pour répondre à ta deuxième partie de question, est-ce qu'on introduit des dossiers européens chez nous aux sociétés asiatiques ? Oui, on le fait, dans des secteurs stratégiques où on pense que c'est utile, quand on pense que c'est utile, et c'est pas toujours le cas, parce que avoir aujourd'hui un acteur asiatique, osons le mot chinois, dans sa cap table, ça peut être un vrai blocage. Ça peut être un blocage sur certaines régions du monde. Donc c'est pour ça qu'on ne le recommande pas à tout le monde. Dans certains secteurs, c'est très utile. Dans d'autres, c'est plus complexe. Est-ce qu'on peut juste quand même clarifier la thèse d'investissement de ce premier fonds, les différents secteurs, parce qu'il est question de lifestyle, donc j'aimerais juste que tu reviennes sur ce concept de lifestyle, et puis nous parler d'autres investissements que vous avez faits. Tout à fait. Alors, la thèse du fonds, sur les secteurs, c'est 4 secteurs qui nous intéressent beaucoup et qu'on regarde très activement et qui semblent parfaitement être liés avec notre thèse d'investissement entre l'Europe et l'Asie aujourd'hui, en tout cas celle qui était sur le premier fonds. Et donc, qui sont d'abord FinTech, InsurTech, très important chez nous. Le deuxième, c'est Smart City, PropTech, qui est un sujet qu'on aime beaucoup et sur lequel on pense qu'en plus l'Europe a une vraie histoire intéressante à raconter, puisque la régulation très ambitieuse européenne a forcé des ingénieurs de talent en Europe à, peut-être avant les autres, trouver des systèmes pour optimiser les bâtiments, la gestion de l'énergie, l'ESG, etc. Et donc l'Europe a potentiellement un avantage compétitif très intéressant sur ce secteur. Le troisième point, c'est tout ce qui est lié à l'infrastructure du e-commerce. L'infrastructure du e-commerce, que ce soit la logistique, donc on a fait des deals dans Cubin ou PAC en Espagne, ou le service client, je pense à OnePilot, qui réussit formidablement bien en Europe aujourd'hui. Ces sociétés qui accompagnent et modernisent l'expérience pour le consommateur final de son e-commerce sont très importantes, pour les marchands évidemment aussi. On le voit parce que la concurrence pour le coup en Asie est extrêmement violente sur ces marchés, a poussé à une innovation très très forte, et souvent l'Asie regarde avec surprise le fait que beaucoup des technologies qui pour eux sont une évidence n'ont pas été mises en place en Europe de la même manière. Et donc nous, voilà, on essaye de contribuer à investir dans les sociétés qui modernisent cet appareil. Donc on croit beaucoup à cette thèse. Et puis enfin, la quatrième thèse, le quatrième secteur que nous regardons, c'est tout ce qui est le B2C premium lifestyle, dont on pense que c'est une force traditionnelle européenne de construire certains modèles qui peuvent se développer à l'international et donc réussir en Asie demain. Donc dedans, on est amené à voir des médias. Donc on a fait notamment le deal Chef Club, dont on est très heureux. On regarde des dossiers en hospitalité, en fashion, cosmétique, des NVB, des plateformes, des marketplaces sur ces segments. Voilà. Donc ça, c'est des sujets aussi qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt, parce qu'on croit fondamentalement que c'est un des secteurs sur lesquels l'Europe peut exporter beaucoup. Continue à exporter beaucoup, parce qu'on exporte déjà beaucoup. Et eToro, ça intervient quand vous avez investi dans eToro ? On a investi dans eToro, bien sûr. On a investi dans eToro. On est très proche du management, qu'on aime beaucoup, qui est très très impressionnant d'ailleurs. Ça fait partie des entrepreneurs les plus impressionnants qu'on a croisés. Société israélienne qui rentre dans notre scope, parce que notre scope c'est Europe au sens large, donc on inclut aussi le UK, la Suisse et Israël. Et on a investi chez eux en les aidant à se développer sur toute la région asiatique. Donc on a énormément travaillé avec le management pour justement la définition de sa stratégie, l'équipe, la relation au régulateur, à la culture, aux produits, etc. Ils sont présents où en Asie ? Ils sont à Hong Kong, Singapour, ils sont en Corée, quelques autres pays aussi d'Asie du Sud-Est. D'accord. À ce jour, vous avez levé combien, le fonds, ce premier fonds ? Le premier fonds, il faisait 50 millions. D'accord. Le deuxième fonds, qu'on est en train de lever en ce moment et qu'on finit de lever, qu'on annoncera bientôt,
va finir à 150 millions. Top, bravo. Et dans les LPs que tu peux citer, qu'est-ce que vous avez comme LPs? Plutôt des LPs institutionnels, des family office, On a tout, on a des family office, on a des corporates, on a des entrepreneurs, on a essentiellement eux aujourd'hui, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient qui est une zone importante pour nous aussi, qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt pour des relais de croissance potentielle pour la suite du développement. Aussi aux États-Unis, voilà, un peu partout, et on est très content et ça nous permet d'avoir un réseau de LP qui est très utile parce qu'il nous permet d'avoir une vision sous différents angles géographiques des business et on échange beaucoup avec nos LP justement sur les différents deals. Et voilà, on essaie de créer beaucoup de partenariats stratégiques, notamment entre les LP et les sociétés dans lesquelles nous investissons. Top, donc la prochaine étape, c'est l'annonce de ce premier closing. Voilà, très bientôt. Parfait. Bon, François-Xavier, on a fini notre discussion. Et comme tu le sais, je demande toujours une recommandation avant de se quitter. Donc, qu'est-ce que tu nous recommandes aujourd'hui? J'ai vu que tu demandais des recommandations de podcasts. Alors, moi, j'écoute 3 types de podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts, j'aime beaucoup. Soit des podcasts sur la tech, j'aime beaucoup les podcasts sur la French Tech, de manière générale. J'écoute quasi religieusement, depuis des années, un podcast économique qui s'appelle Les Experts, sur BFM. Et puis enfin, j'essaye toujours de faire des choses qui sont assez différentes de mon métier, donc j'écoute beaucoup de podcasts historiques et je recommande celui de Philippe Collin qui fait des longues séries et notamment que j'écoute tous pour le coup avec beaucoup d'admiration, et le dernier sur Léon Blum est formidable. Top. Merci Fix, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!